Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. On se retrouve dans la deuxième partie de cet épisode de Bref de classe avec Élise Dallier pour évoquer dans le cadre du thème 1 du programme de géographie de terminale mers et océans, pour évoquer une étude de cas, comme c'est de tradition dans le podcast Bref de classe en géographie, une étude de cas pour développer ce thème-là. Alors Élise, vous avez choisi de nous parler de l'océan Indien, vous allez maintenant nous présenter, sachant que tous les documents, le dossier documentaire que vous nous avez fourni, les auditeurs peuvent le retrouver sur le site aphg.fr, le télécharger et donc les réutiliser, ces documents-là, en classe. Alors Élise, je vous laisse la parole pour cette étude de cas sur l'océan Indien. Entendu, avec plaisir. Alors, on pourrait effectivement utiliser une des études de cas qui est proposée dans le programme officiel. Il s'agit de voir l'océan Indien comme un espace de rivalité régionale et de coopération internationale. Je pense que pour finalement l'ensemble du chapitre, cet espace maritime peut nous intéresser. Alors d'abord, quelques mots sur l'océan Indien, et je pense que le document 1 permettrait tout à fait d'en faire prendre la mesure à la classe, aux élèves. Il s'agit bien de se rendre compte de ce vaste espace maritime qui s'ouvre sous nos yeux. Sa superficie est de 75 millions de kilomètres carrés. Cela représente un peu plus de 20% de la surface de notre planète. Avec bien sûr l'Atlantique et le Pacifique, il est un des trois grands océans. Il y a quelques hésitations sur le caractère océanique, enfin si cela représente vraiment un océan, correspond vraiment à un océan pour l'océan glacial arctique et l'océan austral, mais en tout cas pour cet océan Indien, pas de doute sur le fait qu'il s'agit d'un des trois vastes océans de notre planète. Il baigne l'Asie du Sud, il baigne l'Afrique de l'Est, il baigne les terres australes et nous pouvons voir sur le document 1 nos petites terres australes et antarctiques françaises, avec notamment les Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, et puis bien sûr l'Australie et l'Indonésie. Ce qui fait que cet espace met en relation des espaces continentaux très variés et va énormément nous intéresser. Mais également, cet espace, l'océan Indien, est traversé, parcouru par une route maritime que l'on a évoquée dans la présentation générale, l'artère principale de communication, de transport maritime. C'est donc un espace géostratégique. Là encore, le document 1 le montre fort bien. On voit en partons de Malacca, le détroit de Malacca, on quitte l'Asie du Sud-Est et là on entre dans l'océan Indien, effectivement parcourant cet océan au sud de Sri Lanka et de l'Inde, et puis entrant ensuite par Bab el-Mandeb dans la mer Rouge. Et on voit également les routes alternatives ou qui rejoignent cette artère principale, celle qui vient ou va vers le golfe Persique et celle qui va ou vient du sud de l'Afrique et du Cap de Bonne-Espérance. C'est donc un espace absolument stratégique pour le transport maritime et pour la mondialisation. Le détroit de Malacca est un espace géostratégique, un point de passage extrêmement intéressant et important. Une étude de cas peut d'ailleurs être menée là-dessus d'après le programme de terminale. On parle aussi dans cet espace nord de l'océan Indien très souvent du collier de perles chinois, c'est-à-dire de cet ensemble de bases et de facilités portuaires, que ce soit
à des fins marchandes ou à des fins militaires que la Chine a installées ici. Et pour sécuriser cette route commerciale tellement importante pour elle, mais aussi pour affirmer sa puissance en mer et au-delà dans des espaces variés. N'oublions pas que l'Afrique est très intéressante et pour la Chine, dans le cas de la Chine-Afrique, et qu'elle vient d'y installer il y a quelques 2 ou 3 ans maintenant, une immense base maritime, une immense base navale à Djibouti. Alors, ce collier de perles indien, on le retrouve ici. Il est possible de l'évoquer en classe avec Sri Lanka, où il y a des facilités portuaires extrêmement importantes pour la Chine, ou bien encore, il est possible d'évoquer, peut-être en complétant les documents, le port de Gwadar au Pakistan, un port en eau profonde où les Chinois ont installé des infrastructures d'une très grande importance, complétées par un oléoduc et une base navale. Si on laisse la Chine, on se rend compte de l'importance géopolitique de l'océan Indien, la sécurisation de la route maritime, mais aussi du contrôle des terres qui entourent, qui baignent cet océan Indien. On voit très bien sur le document 1 toujours la base de Diego Garcia qui est américaine et britannique. Bien, ainsi, il me semble vraiment intéressant d'entrer par cet aspect géostratégique en le reliant aux aspects économiques et à la route commerciale mondiale. On n'oubliera pas les aspects plus illicites du transport maritime et les problèmes de criminalité en mer autour des routes maritimes. On pourra évoquer la piraterie et le détroit de Bab el-Mandeb notamment. La Somalie étant un des États qui pose le plus de problèmes pour l'envoi de pirates. Bien, cet océan Indien ne nous fera pas oublier les immenses ressources marines que nous proposent les espaces marins à la surface de la Terre. Là, c'est le document 3 qui nous intéressera et nous fera entrer dans une ressource, nous fera découvrir une ressource très importante, celle de la pêche, et en particulier la pêche des thons. Peut-être un petit zoom sur l'espace des Seychelles nous intéressera avec les élèves. Les Seychelles ont accordé d'abord de très grands droits de pêche à des navires venant de pays du Nord dans sa ZEE, dans sa zone économique exclusive, puis des bateaux séchellois se sont eux aussi lancés dans cette pêche, cette capture des thons. Il y a évidemment une immense demande mondialisée, un grand marché à fournir. Les ressources sont aussi des ressources touristiques en mer et l'océan Indien nous fournit de très intéressants exemples en la matière avec des îles bien sûr les Seychelles qu'on vient d'évoquer, Maurice, les Maldives et cette activité touristique fait aussi l'intérêt économique dans le cadre de la mondialisation de l'océan Indien. On n'oubliera pas les ressources en hydrocarbures si elles ne sont pas pour le moment dans l'océan Indien les plus importantes en réserve et en exploitation. Il y en a tout de même et notamment d'importantes réserves de gaz offshore ont été identifiées au large du Mozambique et de la Tanzanie et le marché asiatique serait très intéressé, des firmes multinationales sont prêtes à intervenir. C'est un aspect que l'on pourrait voir se développer et que l'on pourrait, pourquoi pas, par des documents complémentaires, étudier aussi avec la classe pour montrer les perspectives de développement, d'exploitation de nouvelles ressources. Voilà, alors je crois que les chiffres du document 1 montrent parfaitement les enjeux. 36% de l'économie mondiale maritime, 2/3 des détroits les plus stratégiques, 55% de la population mondiale dans cette région du globe. Le titre même, l'océan Indien, une zone de contact, nous montre l'intérêt géostratégique de cet endroit. Et la France y tient un rôle particulier. La source du document 1 est d'ailleurs la Marine nationale. Et l'on voit en bas à gauche sur le document que la zone économique exclusive française en océan Indien couvre 2,5 millions de kilomètres carrés, ce qui représente
25% des ZEE françaises et 10% de la superficie de l'océan Indien lui-même. Alors là, un croisement avec le document 2, un extrait d'article de presse, pourrait être mis à profit avec les élèves en classe. Il s'agit bien, de revenir sur la présence, la visite du président Macron dans les îles Éparses en octobre 2019. Et on comprend avec ce texte à quel point ces îles Éparses, donc autour de Madagascar en quelque sorte, peuvent paraître dénuées d'intérêt et on pourrait même en ignorer l'existence de loin, mais lorsque l'on se rapproche un petit peu des enjeux, et notamment des enjeux maritimes, on comprend leur grande importance pour notre pays. Ainsi, on voit que Emmanuel Macron a, semble-t-il, ciblé son intervention sur la présence de la France, d'abord l'affirmer, mais aussi proposer de la protection de la France au travers de la protection d'espaces marins fragiles. Et l'article mentionne que d'autres acteurs, tels que Isabelle Autissier, ancienne navigatrice, aujourd'hui présidente du WWF français, qui accompagnait donc le chef d'État avec la fondation Tara Océan également, était bien évidemment favorable à cette action de protection dans ces eaux de l'océan Indien, autour des îles Éparses. Alors, ainsi s'ouvre la question de la gestion durable des espaces maritimes dans le monde. Le document 3, croisé avec peut-être le document 4, nous montrerait les questions de surpêche. On évoquait la pêche du thon tout à l'heure, la pêche thonière, et bien se pose en océan Indien une question assez grave de surexploitation de la ressource, de surpêche. Mais la pêche n'est pas le seul souci, il pourrait y en avoir d'autres. On a vu des cas de surexploitation également touristique. Cela peut-être paraît étonnant, mais l'exploitation trop grande, l'artificialisation trop grande et surtout la fréquentation trop importante d'îles soi-disant paradisiaques peut les transformer finalement en presque petit enfer et en repoussoir. Ensuite, le document numéro 4 nous indique qu'il y a eu un accident majeur. C'était il y a quelques mois, au mois de mois d'août 2020, et le bateau, un vraquier, qui appartient à une compagnie maritime japonaise, a heurté un récif proche de l'île Maurice. L'accident a eu lieu le 25 juillet et il s'est prolongé donc au mois d'août 2020. Et ce vraquier, le Wakashio, avait pour carburant 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel, et ils se sont répandus en partie sur les eaux de cette île. Ils ont atteint les côtes et il a fallu lutter contre cette marée noire. Ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que ce vraquier appartenait à une compagnie de transport maritime japonaise, qu'il battait pavillon panaméen, et donc nous pouvons peut-être également signaler aux élèves l'implication d'acteurs multinationaux dans le transport maritime et les questions que cela soulève ensuite dans la gestion de la crise en cas d'accident et de pollution. Qui est responsable? Qui va dépolluer? Qui est assuré? Ces questions se sont posées aussi lors d'accidents comme celui de l'Erika ou de l'Exxon Valdez. Enfin, donc, on pourrait terminer en insistant sur la protection des espaces marins dans l'océan Indien, en revenant sur le document 2, en rappelant donc que l'État propose de faire une vaste réserve nationale française dans ces eaux des îles Éparses, baignant les îles Éparses, en rappelant les nombreux acteurs que j'évoquais tout à l'heure, l'État français, WWF, la figure d'Isabelle Autissier, la fondation Tara Océan. Et il serait possible de
peut-être complétée avec des élèves qui pourraient être intéressés eh bien, des espèces marines comme celles des tortues différentes tortues qui sont menacées d'extinction ou qui sont particulièrement fragiles dans cette zone. Et ce serait l'occasion de rappeler l'existence d'aires marines protégées, des AMP. Il y en a plusieurs centaines à la surface du globe. Et là, il y a un projet de vaste AMP. Se replacer donc dans la logique du développement durable et montrer que cela n'est pas toujours évident à faire, que le pilier environnemental du développement durable, en mer comme ailleurs, ne doit pas occulter les autres. Ainsi, la protection de l'État français sur cette zone qui semble a priori une excellente nouvelle peut susciter quelques tensions, quelques questions. En effet, la zone économique exclusive de la France peut entrer et entre ici en contradiction, en tension avec la zone économique exclusive de Madagascar. Ainsi, rappeler que la protection de l'environnement ne va pas de soi en mer non plus. Il serait possible de terminer sur un espace au sein de l'océan Indien qui montrerait bien la convergence de ces différents enjeux du développement durable, de la protection de l'environnement, de la géopolitique. Bref, un espace véritablement géostratégique, ce serait l'archipel des Chagos qui rassemble tous ces enjeux. Diego Garcia se trouvant dans cet archipel. Élise Dallier, merci beaucoup pour cette étude de cas complète sur l'océan Indien qui vient terminer cet épisode numéro 29 de Bref de classe. Alors, vous avez fourni une bibliographie indicative ainsi que les documents que vous avez commentés ici. Je rappelle, on les retrouve sur le site apheg.fr à la rubrique dédiée à Bref de classe où vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des documents des 28 numéros précédents qui permettent aux collègues de pouvoir développer et approfondir les cours du secondaire. Élise, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres analyses géographiques. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt. À bientôt, avec grand plaisir.